Prière à Saint Michel Archange. Archange Saint Michel, priez pour nous. Prince de la milice céleste, recevez-nous parmi vos soldats. Vengeur des droits de Dieu, armez-nous. Chevalier de sa cause sainte. Porte-étendard des armées du Christ, gardez-nous de rougir de sa croix. Vainqueur de Satan, faites que nous ne reculions jamais devant lui. Ange des batailles, assistez-nous dans les combats de vie. Ange de la paix, restaurez en nous l'ordre divin. Prévôt du paradis, introduisez-nous dans la lumière éternelle. Ange gardien du peuple des Francs, venez à son aide, bénissez son épée, sauvez-le de toute grande pitié, et que, guidé par vous, il reste à jamais le fils aîné de l'Église, et le bras de Dieu dans le monde, ainsi soit. Alors, chers amis, d'abord, merci d'avoir répondu à cette invitation. Première précision, puisqu'il faut faire attention maintenant à toute chose, je précise que compte tenu évidemment du décret de dissolution de Civitas France signé en Conseil des ministres le 4 octobre 2023, il va sans dire que je ne vous parle pas en tant que président de Civitas France, puisque Civitas France, hic et nunc, est dissous. Ça ne veut pas dire qu'il ne renaîtra pas, puisque il y a des recours qui sont déposés devant le Conseil d'État, et peut-être dans quelques mois aurai-je à nouveau le plaisir de m'exprimer devant vous en tant que président de Civitas, mais ça, on verra, Dieu décidera, et à la grâce de Dieu, donc. En attendant, je peux à la fois vous parler en tant que président de Civitas International, puisque Civitas International n'est naturellement pas dissous, relevant d'un droit qui n'est pas français, et puis d'autre part, je peux évidemment vous parler en tant tout simplement que catholique, qui fait en ce moment le tour des villes de France pour essayer de dresser à toute une série de groupes locaux comme vous un état des lieux de la situation en France, de la façon aussi dont les catholiques devraient réagir à cette situation. On est dans le cadre d'une journée de formation catholique, et donc après moi, deux abbés prendront la parole pour vraiment en revenir aux fondements doctrinaux et philosophiques, l'abbé Xavier Beauvais, puis l'abbé Quempert. Moi, j'essaierai de vous présenter d'abord, grosso modo, toutes les raisons indispensable à éveiller votre conscience et votre volonté d'agir dans la société qui est la nôtre. Je vais essayer de vous montrer la gravité de la situation, de façon très résumée, très succincte, mais de façon aussi à ce que vous compreniez bien qu'aujourd'hui, il n'est tout simplement plus permis, tout simplement plus possible de se dire que cela ne vous concerne pas. Il n'est tout simplement plus possible de se dire, en tant que catholique, je fais mon devoir dominical, je vais à la messe chaque dimanche, je suis un bon catholique, je fais même mon chapelet, je prie mon chapelet chaque jour, je vais à la messe le premier vendredi et le premier samedi du mois, j'ai fait mon devoir, ne m'en demandez pas plus. Je pense que tout cela, bien sûr, ça va sans dire, tout ça doit être fait, ça ne se conteste pas, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, et du reste, l'Église a toujours été claire en la matière. L'Église a toujours condamné le quiétisme. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prier pour attendre que Dieu nous offre la victoire sur un plateau. Les enseignements de l'Église sont clairs à ce sujet. Il faut bien sûr prier. Mais il faut aussi agir. Il faut aussi qu'un catholique soit un acteur dans la société. Dieu nous a placés à un moment précis, dans un cadre géographique précis, et il faut nous investir pour le bien commun dans la société dans laquelle Dieu nous a placés. Alors, pour vous démontrer que tout simplement, de toute façon, vous n'avez pas le choix, que c'est un devoir qui s'impose à vous,
et que si vous tentiez de vous affranchir de ce devoir, de toute façon, le monstre mondialiste est quand même à vos portes et a déjà franchi le seuil de l'entrée de votre foyer pour s'introduire dans votre salon, eh bien, remontons sur, disons, les 2-3 dernières années. Et voyons comment la société dans laquelle nous vivons, elle n'est pas tributaire d'une obsession franco-française républicaine, même si cela joue un rôle dans la façon ensuite de l'interpréter, mais la situation que nous vivons, elle est avant tout le résultat d'un diktat du nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, le vrai pouvoir, il n'est bien sûr ni à Matignon ni à l'Élysée. Le vrai pouvoir, il est notamment au Forum économique mondial de Davos. Les vrais décideurs ne sont pas le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, même s'ils aiment se hausser du col pour donner l'impression qu'ils sont des grands décideurs de notre temps. Mais ça n'est jamais que de l'agitation théâtrale devant les médias. Le vrai pouvoir, il est dans ces cercles internationaux, ces cercles mondialistes, comme le Forum économique mondial de Davos. Et on le voit. Regardez bien aujourd'hui la franchise de sous ces gens-là. Souvenez-vous, il y a encore un siècle et demi, on parlait volontiers des forces occultes. Et c'était à juste titre, parce que vous aviez des forces qui agissaient dans l'ombre, qui agissaient à l'abri des regards. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse, voyez-vous. Ils ont tellement cette certitude d'avoir déjà gagné la partie qu'ils agissent au grand jour. Regardez même la franc-maçonnerie, même le Grand Orient de France, mais ils ont leur chaîne YouTube. Vous pouvez suivre toute une série d'événements maçonniques sur leur chaîne officielle sur YouTube. Quand le Grand Orient organise le grand oral des candidats à l'élection présidentielle, ils filment la chose. Vous ne voyez pas les frères 3 points, leurs visages sont floutés, mais ils filment le grand oral et vous pouvez voir les candidats à la présidence qui sont, entre guillemets, acceptables pour le Grand Orient de France, se présenter, faire leur numéro devant les représentants des loges et montrer à quel point ils sont en parfaite harmonie avec le discours maçonnique. Comme je crois reconnaître quelques-uns d'entre vous, j'ai senti l'ambiance attentive et amicale qui correspond à vos traditions. Je ne sais pas vous décrire comment je le ressens. Je le ressens. C'est un honneur pour moi d'être devant vous. C'est vous dire que nous ne sommes plus dans le cadre ancien qu'on appelait forces occultes, même s'il va sans dire aussi que la franc-maçonnerie, disons, montre au grand public, ou met à disposition du grand public certains de ses agissements, pas l'entièreté de ses agissements, ça va sans dire. Il y a aussi toujours une partie qui reste secrète, mais elle est beaucoup moins secrète qu'avant. Et on le voit aussi, une autre illustration de cela, c'est Jacques Attali. Regardez Jacques Attali, à peu près tous les ans ou tous les ans et demi, il publie un livre, mais un livre qui est une feuille de route des mondialistes en soi. Tout cela est accessible à qui veut. Il suffit d'aller acheter l'ouvrage en question, de le lire, et vous avez vraiment une feuille de route où on vous explique quels vont être les grands projets mondialistes de demain. Alors il va toujours présenter les choses d'une telle façon que c'est soi-disant qu'il s'en inquiète, parce que vous pensez bien, il a tellement de soucis pour notre bien à tous. Mais enfin, il nous explique en gros que l'esclavage va être réorganisé dans la société. Il le dit, il l'écrit. Il dit bien qu'il va y avoir un tel bouleversement économique de la société, un bouleversement social et économique, que très prochainement, l'esclavage va être réintroduit dans notre société. Qu'il y aura des laissés pour compte, des sous-catégories, des sous-citoyens
qui seront amenés à être les esclaves de l'oligarchie demain. Tout ça, il l'explique, qu'on va avoir la conception d'enfants qui seront tout simplement des bébés médicaments, donc des enfants que l'on créera uniquement pour en extraire des pièces détachées, si vous voulez. Comme s'il s'agissait d'une chose et non pas d'un être humain. Tout ça, Attali en parle ouvertement. Attali tient aussi un blog sur Internet qui mérite vraiment une attention parce que régulièrement, il vous donne son analyse des faits en cours et de ce qui va se passer. Et il vous dit, par exemple, que la propriété, votre droit à la propriété, il va très probablement disparaître sous peu. Donc tout ça, ils en parlent ouvertement. Et le Forum économique mondial de Davos, mais c'est la même chose. Le Forum économique mondial de Davos, ils ont un site internet, et lorsqu'ils organisent leur grand rendez-vous, leur grand route, vous pouvez suivre quasiment en direct tout ce qui s'y passe en vous branchant sur le site du Forum économique mondial de Davos. Vous avez à la fois la partie photographique, la partie écrite et la partie vidéo. C'est stupéfiant. Vous voyez en image, et l'image dans ces cas-là, elle vous traduit quand même par les expressions à la fois de visage et d'attitude physique. Tout ça vous montre le rapport hiérarchique entre tous ces gens-là. Quand vous voyez Klaus Schwab et ses adjoints Harari et consorts recevoir comme une espèce d'empereur les chefs d'État du monde, et comment vous voyez que ce n'est pas Schwab qui s'incline devant les rois, les reines, les présidents, les premiers ministres, non, c'est eux qui s'inclinent devant lui. Le rapport de force, il est évident, il est manifeste. Le grand maître, c'est lui. Enfin, c'est lui. Encore une fois, il n'y a pas une personne qui incarne le pouvoir. Il n'y a pas un grand maître. Mais vous voyez là, dans des événements comme ceux-là, que le rapport de force, il est clairement au profit des grandes multinationales et des acteurs non élus qui théorisent le plan du nouvel ordre mondial. Vous voyez, je rappelle, le Forum économique mondial de Davos, au départ, c'est un outil qui rassemble officiellement les 10 000 multinationales les plus puissantes au monde. C'est ça le critère initial. Et ensuite, de ces 10 000 multinationales, on sort en gros le catalogue complet de ce qui est, disons, réclamé à tous les gouvernements du monde pour faire votre bonheur contre votre gré. C'est ça la vérité. Hein? Voilà, on vous dit, tout ce que le Forum économique mondial de Davos envisage, c'est toujours pour votre bien, faites-leur confiance. Ça va toujours contre votre envie, ça va toujours contre votre intérêt, mais ils savent mieux que vous quelle sera la nécessité pour faire votre bonheur. Et comme le dit Klaus Schwab, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Faites-leur confiance. Et voilà. Et donc, dans les faits, que voyons-nous au cours donc des 2-3 dernières années? Eh bien, nous voyons que donc le covidisme a été une espèce de grand exercice planétaire pour vérifier quel était le degré de résistance dans la population au message de prise en main des consciences. Voilà. Est-ce que l'ingénierie sociale est parfaitement maître des opérations, ou est-ce qu'il existe encore une proportion de récalcitrants? Comment maîtriser ces récalcitrants? Est-ce que leur proportion est suffisante pour être un danger pour ce système, ou est-ce que ces récalcitrants ne sont plus qu'une minorité que l'on peut finalement facilement balayer?
Vraiment, il n'y a aucun doute, les 2 ans de covidisme n'ont été qu'un vaste exercice planétaire. On peut dire qu'avec préalablement le virus H1N1, on avait eu un pré-exercice, mais qui était à petite échelle. Avec le Covid, ça a vraiment pris toute son ampleur planétaire. Et si on observe maintenant, si on analyse, si on regarde comment ces 2 ans se sont déroulés, ces 2 ans de covidisme, on voit qu'effectivement, de façon assez étonnante, on a pu faire avaler aux populations, en général, les choses les plus absurdes, les choses les plus incohérentes. C'est que ce qui devait, en théorie, ouvrir les yeux de la moindre personne qui n'a pas un vide entre les 2 oreilles, en fait, non, finalement, c'est passé comme ça. Oui, il y a bien des gens qui ont réagi, il y a bien des gens qui se sont dit c'est absurde, mais c'était tellement absurde que normalement, c'est la majorité qui aurait dû dire là, on se moque vraiment de nous, il n'y a aucune raison de continuer à suivre ces règles. Bon, tout le monde connaît ces histoires où, un jour, le masque n'a aucune utilité, et puis tout d'un coup, le masque devient obligatoire. Souvenez-vous de cette porte-parole de l'Élysée qui, devant les caméras de télévision, disait « mais je ne sais même pas comment mettre le masque », jusqu'à ce qu'ensuite, quelques semaines après, on nous disait « mais le masque est strictement obligatoire, et même si vous êtes seul sur une plage bretonne à ne pouvoir contaminer qu'une mouette, eh bien, le gendarme vous verbalisera si vous n'avez pas le masque. » Quand même, les images sont passées aux journaux télévisés. Et au-delà des frontières françaises, il y avait là quand même une démonstration du ridicule de la situation. Voir des gendarmes verbaliser une vieille dame qui était en âge d'être leur grand-mère, voilà, sans le moindre scrupule, sans la moindre émotion. Verbaliser la vieille dame parce qu'au petit matin, elle se promène seule sur la plage. Ça démontre à quel point on est parvenu à déshumaniser tous ces fonctionnaires en uniforme. On est capable aujourd'hui de leur faire les pires choses parce que c'est un ordre. Il n'y a plus d'humanité dans le traitement de l'ordre. Ils n'ont même plus l'humanité de se dire « la personne que j'ai en face de moi, elle pourrait être ma mère ou ma grand-mère ». Il n'y a plus la moindre émotion qui s'éveille en eux. Ils sont froids, des monstres froids. Et donc, c'est tragique ça. Mais on a vu bien d'autres absurdités. Souvenez-vous on nous a notamment expliqué qu'il y avait des directives pour les dîners de Noël. Comme extraordinaire. Nous dire, voilà, à Noël, vous pourrez bien organiser un repas familial, mais attention, voilà les critères, à quel moment vous pouvez baisser le masque pour prendre l'apéritif, entre l'apéritif et le premier plat, vous devez relever le masque, les grands-parents, vous les faites manger à la cuisine pendant que vous mangez au salon. Mais comment a-t-on pu trouver des personnages politiques pour incarner des recommandations aussi absurdes? J'aurais honte. Je veux dire, on perd tout crédit. Mais non, ils s'y sont prêtés sans la moindre difficulté, avec un aplomb, avec un sérieux, comme si de cela allait dépendre la survie de l'humanité. Et puis ensuite, c'était tellement absurde, on aurait pu se dire que la population allait là soulever la table et dire mais ça suffit, vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. Mais non. Bon, en soi, beaucoup de gens ont tout simplement, adapté les choses et donc ont organisé le repas de famille comme ils le voulaient. Mais il n'empêche que
il y a quand même une grande proportion de la population qui a pris ça très au sérieux. Des tas de gens n'ont plus voulu recevoir leurs parents, leurs grands-parents, leurs frères, leurs sœurs, comme si le dîner de Noël allait se terminer par l'emportement de cadavres par les services d'urgence. Et avec le recul, puisque les gens voient bien qu'il ne s'est rien passé, les lumières auraient pu s'allumer. Mais non, c'est toujours l'encéphalogramme plat. Et un autre exemple, souvenez-vous, on nous a dit à un moment que le virus était particulièrement, disons, cynique, qu'il avait un degré d'humour, somme toute, puisque il n'attaquait les gens que s'ils étaient debout. Mais s'ils étaient assis, le virus les laissait en paix. C'est quand même... Vraiment, quelle imagination, vous étiez en terrasse pour manger ou pour boire un verre, et très sérieusement, les médecins de plateau, le ministre de la Santé, avec toute l'aura de leur fonction, vous disaient, non, dès que vous êtes debout, attention, le virus attaque, là vous mettez le masque. Mais si vous vous asseyez, le virus, non, il passe au-dessus. Et encore une fois, je répète souvent cette anecdote, mais on peut se demander dans ce cas-là, le nain qui est debout, est-ce que le virus l'attaque? Parce que le nain qui est debout est à hauteur de la personne adulte qui est assise. Il y a des tas d'absurdités qui devraient quand même éveiller les gens, et non, rien. Nous sommes évidemment une minorité d'éveillés. La minorité d'éveillés a grandi, elle a grandi de façon appréciable, et l'on voit bien aussi toutes les conséquences que cela a entraîné, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont découvert l'importance de la manipulation, et ça a été un déclencheur pour ces gens-là, qui leur a ouvert toutes les fenêtres les unes après les autres. Ils ont compris que les manipulations concernaient tous les domaines, et cela a notamment amené aussi, il faut le dire, beaucoup de conversions. Beaucoup de gens qui ont compris qu'on leur mentait sur le domaine sanitaire ont par ensuite cheminement assez rapide compris que, somme toute, les ayatollahs de la laïcité et les bouffeurs de curés, finalement, les avaient sans doute aussi manipulés pendant des décennies de propagande dans l'éducation nationale, à la télévision, à la radio, dans le monde du spectacle, etc. Et ainsi de suite. On a vu quantité de gens, quand même, découvrir l'ampleur du mensonge, découvrir l'emprise de l'état profond dans tous les domaines de la société, le travestissement de la vérité, et ça a vraiment consolidé une vraie dissidence. Mais ceci dit, nous sommes toujours une minorité, il faut en être conscient. Et donc, c'est la démonstration de l'efficacité assez importante de cette ingénierie sociale, de cette emprise des cerveaux. Et on le voit ensuite dans la suite logique de tout ça, c'est que le mondialisme et les gouvernements qui sont aux ordres ont pu évaluer que donc la maîtrise par l'ingénierie sociale, à travers une stratégie de la peur, a tellement bien fonctionné qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il ne faut pas concevoir que puisque on ferme la page momentanément du virus, il faut ensuite laisser aux gens la possibilité de reprendre leurs occupations en toute quiétude. Non, on passe d'une peur à une autre. C'est passer de la peur du virus à la peur de la guerre en Ukraine et en Russie, qui va naturellement déferler sur le reste du monde et embraser nos pays respectifs.
c'est nous faire vivre dans la peur des pénuries. Nous allions, souvenez-vous, l'hiver dernier, vivre sans électricité et sans gaz pendant plusieurs mois. Souvenez-vous, c'était ce qu'on nous promettait. Il va y avoir un blackout, les gens vont être frigorifiés l'hiver sans chauffage chez eux. On a vu qu'il ne s'est rien passé du tout. Mais on a vraiment maintenu des mois durant les gens dans ce climat de peur. Et puis ensuite, ça a été la peur des pénuries alimentaires. Et vous voyez quand même comment tout cela est savamment orchestré. Parce que on nous disait que les pénuries alimentaires, c'était évidemment lié au méchant Poutine, qui, par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, empêchait les produits alimentaires d'arriver jusque dans nos magasins. Parce que, bien sûr, tout le monde sait que la moutarde de Dijon, elle est fabriquée en Ukraine. Et donc, il y a une accumulation d'éléments qui devraient éveiller les gens qui ont un cerveau. Mais malgré tout, à chaque fois, cela remarche pour quand même une majorité de la population. J'entends systématiquement les gens me dire « Ah non, mais maintenant, la 5e dose, là, c'est fini. Ils n'y participeront plus. » Non, ils n'y participeront plus tant qu'il n'y a pas le bâton. Et que, oui, effectivement, la plupart des gens ont compris que la dite injection vaccinale, elle n'avait aucune bonne raison d'être faite et qu'il y a plus de probabilité de mourir d'un effet secondaire que de mourir du Covid. Donc effectivement, là, malgré tous les appels du nouveau ministre de la Santé, qui nous dit à la télévision qu'il n'y a aucun effet secondaire, non, rassurez-vous, bonnes gens, tout va bien, il y a simplement une hausse des myocardies par des raisons inexpliquées, on ne sait pas pourquoi, c'est un pur hasard, il y a de par le monde, dans tous les pays où il y a eu de grandes opérations de vaccination, il y a une hausse des problèmes cardiaques, des problèmes vasculaires, mais on n'a pas d'explication. C'est un sujet d'étude pour sans doute les 30 prochaines années, mais aucun soupçon. Mais, donc, les gens, malgré tous ces appels, ne se précipitent pas pour recevoir leur 5e dose. C'est un échec pour Pfizer et consorts, à ce stade. Mais si, à l'approche de début décembre, le gouvernement annonce que il y a de nouveaux périls à la demeure, que les hôpitaux sont remplis au niveau du service d'urgence, qu'on met le confinement en place, et surtout que l'on utilise le bâton en disant vous n'irez plus au restaurant si vous n'êtes pas vacciné. Vous ne sortirez plus du pays si vous n'êtes pas vacciné. Vous n'aurez pas de passeport vaccinal. Vous serez donc confiné dans la ville dans laquelle vous résidez. Alors là, combien de gens qui disaient encore une semaine auparavant la 5e dose jamais, ne vont pas aller faire la file honteusement, mais en présentant leurs bras pour avoir le pass pour pouvoir aller en vacances, aller voir les cousins qui sont dans le pays frontalier, aller à la salle de sport. Combien de gens m'ont pas dit, comprenez, moi, je ne pouvais plus aller à la salle de sport. Le drame, ils se sont vaccinés parce qu'ils ne pouvaient plus aller à la salle de fitness. Il faut bien comprendre l'état mental de la population. Et je ne le dis avec aucun mépris. Parce que, encore une fois, les gens ne sont pas responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent. Il y a depuis des décennies une telle emprise de la population que tout a été fait pour les décérébrer. Ils sont décérébrés, lobotomisés, hypnotisés, et donc, évidemment, c'est un troupeau de moutons que l'on mène à l'équarrissage et ils ne s'en rendent absolument pas compte. On peut simplement éveiller
progressivement de plus en plus de conscience, jusqu'à espérer qu'à un moment, la proportion s'inverse. Mais c'est un travail de longue haleine et que nous menons parce que, catholiques que nous sommes, nous avons confiance. Voilà. Nous ne sommes pas dans la désespérance. C'est tout ce qui nous distingue de ceux qui n'ont pas la foi, c'est que nous avons la lucidité, nous sommes conscients que l'emprise de nos contemporains, des cerveaux de nos contemporains est forte, mais nous avons aussi cette ferme confiance en Dieu qui fait que, même si à vue humaine c'est perdu, parce que nous avons confiance en Dieu, nous maintenons la bataille, sûrs que si nous méritons l'intervention de Dieu, elle peut tout changer, elle peut tout inverser. Et les exemples à travers l'histoire l'ont démontré. Même quand tout semble perdu, s'il se trouve suffisamment de catholiques pour prier et pour agir, Dieu peut changer le cours de l'histoire. Alors, je mets encore en garde contre certaines évolutions qui nous attendent dans les prochains moments, pour bien faire comprendre que, voilà, il n'y a pas moyen de se mettre à l'abri. Celui qui choisit la stratégie de la position de l'autruche, en pensant qu'ainsi il va être épargné, se trompe complètement. Je vous ai parlé du droit de propriété. Voilà, je pense qu'il y a en France, je ne pense pas dire de bêtises, il y a au moins 60% de gens qui sont propriétaires. Et donc, ça veut dire que ça fait une majorité des Français qui sont directement concernés par les nouvelles réglementations en matière de réglementation écologique et énergétique sur les habitations, et par le plan que Davos veut mettre en place pour durcir le ton. Quel est l'objet? C'est de dire, pour sauver la planète, parce qu'évidemment, il faut sauver la planète, eh bien, il faut absolument que vous isoliez vos maisons. Parce que c'est de là qu'évidemment, la planète est mise en péril. C'est parce que vous n'avez pas parfaitement isolé votre demeure. Donc, il faut que vous fassiez des grands travaux de rénovation pour mettre vos habitations aux normes, aux nouvelles normes énergétiques. Et vous avez tout un calendrier qui s'étale sur plusieurs années. Vous avez le critère A, B, C, D, parce qu'évidemment, cela devient de plus en plus exigeant au fur et à mesure que nous avançons dans les années prochaines. Et, en somme, on vous propose quelques scénarios. Un, vous avez l'argent, vous faites les travaux, formidable, très bien. Deux, vous n'avez pas les moyens. Et en fait, parmi les 60% de propriétaires en France, beaucoup de gens n'ont pas, là, les moyens de se lancer dans des grands travaux qui coûtent des dizaines de milliers d'euros pour mettre une habitation aux normes particulièrement exigeantes. À ce moment-là, quel est le scénario de Davos? 1. Vous payez une amende parce que vous n'êtes pas en mesure de payer les travaux. Mais si vous n'avez pas d'argent pour payer les travaux, vous n'avez pas nécessairement, dans les conditions de plus en plus précaires non plus, l'argent pour payer chaque année une amende qui peut grossir parce que vous n'avez pas fait les travaux. Donc la troisième étape, c'est de dire, si vous n'avez pas ni l'argent pour faire les travaux, ni l'argent pour payer l'amende, vendez votre appartement ou votre maison. Mais si vous vendez votre maison parce qu'elle n'est pas aux normes, vous la vendez dans de mauvaises conditions. Elle ne vaut plus la valeur qu'elle valait il y a encore 2 ans. Elle est pénalisée par le fait qu'elle n'est pas aux normes. Et on observe déjà qu'au niveau de l'état de l'immobilier,
l'immobilier s'effondre. Il y a de moins en moins d'acheteurs en France pour le moment. Mais donc évidemment, si en plus de cela, tout le monde est conscient que les normes deviennent compliquées, votre bien que vous vendez dans de mauvaises conditions trouvera très difficilement un acheteur particulier. Donc qui va acheter? Mais de grands consortiums qui vont acheter un maximum de biens à petit prix, qui vont les mettre aux nouvelles normes et qui vont donc louer à prix vilain le bien immobilier à son ancien propriétaire. Et vous devenez donc, en fait, déclassé. Vous aviez éventuellement économisé pendant des années, ou bien vous aviez hérité d'un bien familial, vous aviez enfin un bien qui vous appartenait, et ça a été pendant de nombreuses années un objectif pour de très nombreuses familles, et puis là, d'un seul coup, le mondialisme vous déclassifie, vous fait perdre cet accès à la propriété et fait de vous un locataire qui va payer très cher un bien qui lui appartenait précédemment. Même chose avec l'alimentation. Regardez aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si vous voyez une multitude de milliardaires investir dans les terres agricoles. Regardez, Bill Gates est devenu le principal propriétaire de terres agricoles aux États-Unis. Je ne savais pas que Bill Gates avait un intérêt pour les potagers, les arbres fruitiers, les céréales. Mais si, il est devenu le premier propriétaire de terres agricoles aux États-Unis. Et il n'est pas le seul. Tous ses compères multimilliardaires font de même. Les Zuckerberg et consorts, ils investissent tous des sommes colossales dans l'acquisition de terres agricoles. Qui dit propriétaire des terres agricoles dit en fait le décideur en matière de l'alimentation de demain. Ça veut dire que ces gens-là peuvent organiser la famine ou la pénurie comme ils le veulent. C'est eux qui ouvrent ou ferment les robinets, qui vous disent il y a de céréales ou il n'y a pas de céréales, il y a du pain ou il n'y a pas de pain, il y a du lait ou il n'y a pas de lait. C'est eux qui vont le dire à la place des fermiers. Et donc c'est un enjeu majeur aujourd'hui. On voit à quel point défendre la paysannerie dans le temps qui est le nôtre est élémentaire, décisionnel. Regardez aux Pays-Bas, sous prétexte de devoir traiter les problèmes écologiques, on dépossède toute une série de paysans de leurs terres agricoles. Donc on ne vous donne même pas le choix. C'est-à-dire on vous donne le choix une fois. Vous vendez? Non. Vous ne vendez pas? On vous force à vendre. Et on vous force à vendre dans de mauvaises conditions. Et donc, tout ça devrait vraiment être autant de sujets qui sont comme des lumières rouges pour tous les gens qui se demandent quel va être l'avenir. L'avenir, ceux qui se disent préoccupés par l'avenir, qui se rassurent, hein, les préoccupations de l'avenir, c'est pas le gaz émis par les vaches. Hein, parce qu'on on vous dit aussi que il y a quel polluant qu'est la vache. Hein, bon. Ne consommez plus de la viande parce que comment dire ça esthétiquement, les évacuations de gaz de la vache seraient l'un des phénomènes les plus dangereux pour la planète. Donc, comment sauver la planète en mangeant des insectes? Et encore une fois, tout ça n'est pas une vue de l'esprit. Tout ça est traité au Forum économique mondial de Davos depuis plusieurs années. Quand Ursula von der Leyen signe un document en tant que présidente de la Commission européenne permettant que 3 types d'insectes soient introduits dans votre alimentation, dans vos biscuits, dans les pizzas, dans les pâtes, dans la bière, dans le pain, ça n'est pas insignifiant. Qu'est-ce qui a poussé Madame Ursula von der Leyen à dire que tout d'un coup,
toute une série de petites bêtes sont excessivement intéressantes à mettre dans votre pain ou votre bière. Mais c'est naturellement parce qu'on en parle au Forum économique mondial de Davos depuis 2 ans. Et par contre, tous les médecins, tous les professeurs qui mettent en garde contre les conséquences sanitaires de cela sont muselés. On ne les reçoit pas sur les plateaux des médias. On fait comme si personne ne savait et ne s'inquiétait des conséquences sur la santé d'avaler des insectes. Mais là encore, il faut comprendre que tout cela fait partie aussi de quelque chose de plus vaste qui est le plan de dépopulation mondiale. Souvenez-vous que des gens comme Bill Gates, Warren Buffett et quantité de milliardaires ont estimé, lors de grandes réunions entre milliardaires, vous savez, il y a par exemple un grand camp d'été des milliardaires, enfin, des 20 plus grands milliardaires de la planète. Voilà, c'est le super Club Med, quoi. C'est vraiment entre eux à 20. Voilà, les 20 plus grands milliardaires de la planète passent 3 jours ensemble pour réfléchir sur la façon, pour notre bien, bien sûr, de se répartir, de s'accaparer les biens. Ils vous dépossèdent et vraiment, par esprit de sacrifice, pour votre bien, ils s'emparent de vos biens. Mais par esprit de sacrifice. Et donc, ces gens-là considèrent que, idéalement, la population mondiale devrait être limitée à 1 milliard d'individus. Alors, ils ergotent. Certains sont plus exigeants, considèrent qu'il faudrait descendre à 500 millions d'individus, mais enfin, disons que les plus tolérants considèrent que 1 milliard c'est mieux, parce que ça donne une réserve de sous-population servant la caste oligarchique. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui leur servent de chauffeurs, de larbins, etc. Donc ils ont besoin d'un minimum de réservoir de population. Et donc pour aboutir à ce résultat, il faut trouver des méthodes. Je rappelle que dans les années 60 déjà, les publications de l'UNESCO ont publié noir sur blanc, sur papier, le fait qu'il faudrait, idéalement, tenez-vous bien, entamer l'élimination de 300 000 personnes par jour. L'UNESCO a écrit ça. Enfin, ça a été publié dans le bulletin de l'UNESCO. Je peux vous trouver les références, la date exacte. L'explication était quand même très frappante. Il était dit, voilà, l'objectif devrait être, pour sauver la planète, 300 000 personnes éliminées par jour. Mais c'est inaudible, on ne peut pas le dire. On ne peut pas l'annoncer au grand public. Mais donc, 50 ans après, qu'observe-t-on ? 1. Vous avez en France l'avortement qui est inscrit dans la Constitution. 2. Vous avez l'euthanasie qui va être sous peu entièrement légalisée. Et je rappelle toujours ce principe. Chaque nouveau fléau vous est toujours présenté sous l'apparence d'un bien. Donc on va toujours vous montrer quelqu'un qui est dans un état de santé absolument émotionnellement difficile à voir, et on va vous dire, vous n'allez quand même pas laisser souffrir cette personne. Et à travers cette exploitation de l'émotion, on va vous dire, c'est normal de légaliser l'euthanasie. Mais à quoi cela conduit ? Si on se sert du prétexte de l'émotion, à quoi cela conduit ? On sait bien, il y a des pays qui sont beaucoup plus loin dans la légalisation de l'euthanasie, les Pays-Bas, la Belgique, le Canada. Aujourd'hui, au Canada, on euthanasie des sans-abri. Le critère pour promouvoir l'euthanasie, c'est que vous êtes en marge de la société. Qu'économiquement, vous n'êtes plus en mesure de vous insérer, d'être ni un producteur ni un consommateur. Si vous n'êtes plus ni l'un ni l'autre, le Canada vous propose de signer le papier d'euthanasie.
C'est ça la réalité en 2023. Et donc, avortement, euthanasie, propagande LGBT dans les écoles. Et par définition, qui dit de plus en plus d'homosexualité, dit de moins en moins de fertilité. Transgenrisme promu à l'école dès la maternelle. Et là, c'est irréversible. Quand il y a opération de soi-disant changement de sexe, par définition, vous êtes dans une incapacité de vous reproduire. La personne qui est opérée pour un changement de sexe, elle est définitivement incapable d'être fertile. Après, vous passez à l'analyse du virus et des vaccins. Là aussi, vous voyez à quel point ça a un impact dans les maladies et les morts, et surtout parmi les plus jeunes. Sans compter que dans les EHPAD, bien sûr, pour protéger les personnes âgées du Covid, on leur donne un Rivotril pour les faire mourir. Parce que la meilleure façon qu'elles n'attrapent pas le Covid, c'est qu'elles meurent. C'est limpide, c'est logique. Et puis, donc on ajoute le fait de manger des insectes dont on sait qu'il y aura des effets sur la santé, et on ajoute une précarisation organisée et des famines qui vont être orchestrées, de telle façon que donc le processus de dépopulation se déroule naturellement par une convergence de différents facteurs. Ajoutez encore que là, en ce moment, tout est fait pour essayer de provoquer des guerres, et donc de s'assurer d'aller un petit peu plus vite dans la mise en place du programme de dépopulation. Et donc, encore une fois, en tant que catholique, est-ce que vous pouvez vous dire « je prie et ça suffit » ? Je pense vraiment que décemment, vous ne le pouvez pas. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, c'est tout simplement impensable de vous dire ce qui se passe dans le monde, je ne veux pas le savoir, je veux simplement essayer de gagner mon salut en priant. Encore une fois, je le dis, il faut prier. C'est absolument indispensable, parce que le bon Dieu ne couronnera pas nos efforts de succès si nous ne prions pas. Mais il faut aussi agir. Si nous n'agissons pas, le bon Dieu ne récompensera pas. Parce que, voilà, les exemples à travers l'histoire le démontrent. Et rappelez-vous, nous avons en France une héroïne qui doit être le beau modèle pour chacun d'entre nous, Sainte Jeanne d'Arc. En nom de Dieu, les hommes bataillent et Dieu donne la victoire. Il faut batailler. C'est un devoir. Et je vais essayer de retrouver vite fait une citation. Voilà, c'est de Saint Pidis. Le devoir de tous les catholiques, devoir qu'il faut remplir religieusement et inviolablement dans toutes les circonstances, tant de la vie privée que de la vie sociale et publique, est de garder fermement et de professer sans timidité les principes de la vérité chrétienne enseignés par le magistère de l'Église. C'est approuver l'erreur que de ne pas y résister, c'est étouffer la vérité que de ne pas la défendre. Donc, il ne suffit pas, c'est très clair, et c'est l'argument d'autorité pour ceux qui sont catholiques, il ne suffit pas de prier. Et c'est Léon XIII qui disait, et c'est une bonne réponse à tous ceux qui sont dans la crainte, j'en entends quand même beaucoup dans nos milieux, dans les milieux catholiques de la tradition, qui disent « Mais nous sommes si faibles, le pouvoir est de plus en plus féroce, est-ce que la meilleure façon, c'est pas justement de faire profil bas
Et cette situation, elle n'est pas neuve. Souvenez-vous que de 1789 à 1794, la situation était bien pire pour les catholiques. Et que dans les années de 1900 à 1905, elle était aussi bien pire pour les catholiques en France que ce que nous vivons. Donc, si nos ancêtres ont eu le courage, l'audace de se battre, ô combien devrions-nous l'avoir aujourd'hui dans des circonstances qui, certes, ne sont pas faciles, mais sont moins difficiles que celles de nos ancêtres. Et Léon XIII écrivait « Il y en a qui ne voudraient pas qu'on s'opposât ouvertement au triomphe de l'injustice toute-puissante. Crainte d'exaspérer la colère des adversaires. Ces gens-là, sont-ils pour l'Église ou contre elle ?» demande Léon XIII. On ne saurait le dire, rien n'est plus impropre à faire reculer le mal. Nous avons en effet des ennemis dont le dessein, et ils ne s'en cachent pas, mais s'en vantent tout haut, est d'anéantir, s'ils le peuvent, la vraie religion, la religion catholique. Et pour y arriver, il n'est rien qu'ils n'osent. Ils savent bien, en effet, qu'en intimidant le courage des bons, ils se facilitent leur besogne. Aussi est-ce faire leur jeu, bien loin de les arrêter, que de s'engouer de cette prudence de la chair qui veut ignorer la loi imposée aux chrétiens d'être un militant. Céder ou se taire, quand s'élève de toutes parts une telle clameur contre la vérité, est ou bien lâcheté, ou bien hésitation dans la foi. C'est dans les deux cas se déshonorer et faire injure à Dieu. C'est compromettre son salut et celui des autres. C'est travailler pour les seuls ennemis de la foi, car rien n'encourage l'audace des mauvais comme la faiblesse des bons. Au surplus, les chrétiens sont nés pour la lutte. Quel enseignement pour nous! Il n'y a pas le choix, c'est notre devoir. Aussi, dois-je vous encourager fermement à vous organiser localement. Bien sûr, aujourd'hui, tout est difficile pour créer une grande force. Et nous n'allons pas facilement entamer un bras de fer avec le nouvel ordre mondial. Mais la première chose à faire, c'est d'essayer de nous organiser pour encaisser le choc. La première chose quand on est stratégiquement, militairement, dans une situation de faiblesse, dans une situation minoritaire, c'est d'organiser le repli, de mettre en place une base, de solidifier la base et d'en faire un bastion, où l'on protège les nôtres. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui organiser en premier plan. Organiser des réseaux locaux, parce que c'est quand le réseau est local que les gens peuvent réellement faire preuve d'une entraide. C'est tant qu'il le peut, vous habituer à cette entraide, tester ce réseau, de telle façon que vous sachiez les uns les autres sur qui vous pouvez réellement compter. Il ne suffit pas que quelqu'un s'inscrive dans un réseau, parce que s'inscrire c'est facile, signer sur papier c'est facile. Il faut que vous vérifiez la fiabilité des gens qui sont dans les réseaux. Est-ce que la personne qui vous promet son entraide, qui vous promet de vous aider dans telle ou telle circonstance, si vous la testez, est-ce qu'elle est déjà réellement en mesure de tenir sa parole, ou est-ce que sous des prétextes multiples et variés, elle se défile toujours? Si elle se défile dans une situation facile comme celle d'aujourd'hui, a fortiori, il y a une grande probabilité qu'elle se défilera quand les circonstances seront beaucoup plus difficiles. Donc ces réseaux locaux, c'est maintenant qu'il faut les mettre en place. Et c'est maintenant que vous devez tester, évaluer ceux qui, autour de vous, peuvent être des gens sur lesquels vous pouvez compter et à travers lesquels vous pouvez vous épauler mutuellement. Et bien sûr, il faut que ces réseaux travaillent en harmonie avec les prêtres qui aujourd'hui ont une compréhension de ce combat, qui sont dans une logique qui n'est pas celle du repli, du recul, de l'effacement. Identifier, là encore,
les prêtres solides sur lesquels vous pouvez compter et organisez ces réseaux locaux avec eux, de telle façon que vous ayez cette foi qui anime, qui nourrit votre ardeur. Parce que plus les temps seront durs, et ils seront durs, plus les épreuves se manifesteront, et elles viennent, plus la foi est indispensable pour vous renforcer, pour constituer cette armure qui va vous permettre d'encaisser les défis de demain. Comme il est déjà 17h43 et que donc nous avons quelque peu dépassé notre horaire, je voudrais d'abord évidemment remercier Valérie et Frédéric Lopi pour nous avoir permis d'avoir un local à disposition et pour célébrer la messe et pour faire cette journée de formation. Merci vraiment encore pour votre travail. Merci aussi vraiment à nos deux abbés, à M. l'abbé Xavier Beauvais, à M. l'abbé Camper, pour avoir si gentiment participé à cette journée de formation, avoir consacré du temps à nous enseigner, et voilà, et l'avoir fait courageusement, parce que je sais que par les temps qui courent, ce n'est pas nécessairement quelque chose de si aisé. Voilà, ça peut mener parfois à ce que des prêtres se fassent, disons, sermonner par des autorités pour avoir osé prendre la parole publiquement sur des sujets comme ceux-là. Donc merci encore, c'est vraiment important et précieux pour nous. Et puis je voudrais aussi que vous preniez bien la peine de rester en contact avec Guillaume Alba, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il est vraiment essentiel que des réseaux locaux se tissent. Et donc, voilà, il faut que cela ne soit pas simplement des occasions de vous retrouver trimestriellement pour une journée de formation, mais vraiment que vous ayez des objectifs très concrets d'entraide entre vous. Et l'entraide, ça passe par des choses, je dirais, très basiques aussi. Hein. C'est bien sûr élever votre âme, c'est bien sûr vous sanctifier, c'est bien sûr vous former. C'est bien sûr encaisser les épreuves qui viennent, mais c'est aussi déjà dans quantité de choses très pratiques pouvoir vous organiser. Je pense que par exemple, le troc doit être facilité entre vous. Si certains sont, je ne sais pas moi, paysans, si certains produisent, enfin, ont des potagers, des arbres fruitiers, si d'autres fabriquent des fromages, ou que sais-je, pratiquez le troc, aidez-vous, entraidez-vous, aidez-vous aussi lorsque certains ont peut-être besoin d'aide scolaire pour des enfants, pour des petits-enfants. D'autres ont besoin d'une aide pour du transport pour aller à la messe, pour du transport pour aller chez un médecin, etc. Ayez vraiment ce souci de vous entraider. De la même façon, même pour des choses comme les déménagements, comme les travaux. Entraidez-vous, c'est la base vraiment d'un esprit de communauté catholique. Voilà. Merci encore.